L'ami de ma fiancée a dit que les étoiles lui avaient soufflé de me larguer pour le gars de l'imprimante. J'ai trouvé les messages, je les ai envoyés aux ressources humaines, et je lui ai donné 14 jours pour partir. Maintenant, elle est sans emploi, sans logement, et elle me regarde sortir avec la seule fille qu'elle a toujours redoutée. Salut Reddit, d'habitude je ne fais que lire ici, mais les choses sont devenues incontrôlables, alors j'ai pensé poster mon histoire. Moi, homme de 27 ans, je travaille à plein temps comme technicien système pour une entreprise de fabrication. Je loue la même petite maison de 2 chambres depuis presque 4 ans. Ce n'est pas luxueux, mais c'est solide. Rue tranquille, proche du travail, suffisamment d'espace pour un bureau à domicile et un garage où je bricole ma voiture le week-end. J'ai toujours été du genre à gérer mes affaires. Je paie mes factures à temps, j'ai des économies, pas de dettes, et je garde ma vie volontairement sans drame. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Émilie, une femme de 25 ans, lors d'un barbecue organisé par un ami commun. Elle travaillait comme assistante dans une agence de marketing locale et avait ce rire facile qui rendait les conversations fluides. Elle ne forçait rien, et j'ai aimé ça. On a commencé à parler, on s'est revus pour un café la semaine suivante, puis ce fut des dîners, des escapades le week-end et finalement elle passait plus de temps chez moi que chez elle. La première année, c'était bien, vraiment bien. Elle était douce, enjouée, facile à vivre. On cuisinait ensemble, on s'écroulait sur le canapé en regardant des séries, on passait les dimanches à faire les courses et les corvées comme une équipe. Elle me laissait des petits mots collants dans mon sac repas, je la surprenais avec des fleurs en rentrant du travail. Rien de spectaculaire, juste des choses simples et stables. Après environ 18 mois, elle a emménagé. C'était logique, j'avais déjà l'espace, et on était fiancés à ce moment-là. Elle a apporté quelques meubles, quelques cartons de vêtements et sa ridicule collection de mugs. Le loyer, les factures, l'internet, tout était à mon nom. Je payais sans me plaindre. Elle contribuait parfois aux courses, payait une facture ici et là, mais ça me convenait. J'avais toujours été le plus stable financièrement, la soutenir ne me dérangeait pas à l'époque. C'est à ce moment-là que son groupe d'amis, que j'ai commencé à appeler les Homso, est devenu plus présent dans notre vie. 6 femmes bruyantes comme pas possible, habillées comme si elles tournaient un clip à petit budget, toujours en train de faire un scandale en public. Elles venaient pour des soirées filles et laissaient le salon comme si une bombe de paillettes y avait explosé. Je ne les aimais pas, mais je restais poli. Au début, leur pire crime était d'être agaçantes. Puis l'une d'elles est devenue obsédée par l'astrologie, et du jour au lendemain elles l'étaient toutes. Soudainement, tout dans leur vie tournait autour des cartes du ciel et de l'énergie. Émilie a commencé à porter des pains avec son signe du zodiaque, à parler des phases de la lune comme si elle lisait la météo. Un soir, elle est rentrée d'un cercle de guérison avec une écharpe qui avait l'air volée dans un bac de déguisement et empilait des bracelets en cristal sur son bras. Je lui ai dit à moitié en plaisantant que ses filles allaient la rendre folle si elle les laissait diriger sa vie. Elle n'a pas ri, elle n'a pas souri. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Ne sois pas contrôlant avec mes amis ». Ce fut le premier vrai changement. Après ça, les choses ont commencé à se détériorer. Elle sortait plus, ne me disait pas exactement où elle allait, gardait son téléphone retourné, rentrait plus tard. Si je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle me répondait de façon brève et vague. Elle avait encore de bons moments parfois, elle préparait le dîner, m'envoyait des mèmes, mais j'avais l'impression que son attention était ailleurs, que j'étais devenu le plan B, plus la priorité. À l'époque, je pensais que c'était peut-être juste une phase. J'avais déjà vu des gens traverser des obsessions de passe-temps bizarres, et l'astrologie me semblait inoffensive, mais avec le recul c'est là que les fissures ont commencé à apparaître. Elle s'éloignait, et je ne me suis pas rendu compte à quel point jusqu'à bien plus tard. Environ un mois après cette soirée d'écharpes et de cristaux, mon ordinateur portable professionnel est tombé en panne au milieu d'un rapport. Écran noir total, il ne s'allumait plus. J'avais des délais à respecter, alors j'ai décidé d'utiliser l'ordinateur portable d'Émilie pour finir. Elle était sortie ce soir-là avec ses amis pour un dîner soin de soi dans un café végan hors de prix, où elle postait des stories sur l'âme nourrie. Son ordinateur était toujours sur le bureau dans la chambre d'amis. Avant, il n'avait jamais de mot de passe, mais là, il en demandait un. J'ai essayé notre date d'anniversaire, et ça a marché. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. J'ai ouvert Chrome, me suis déconnecté de son profil, connecté au mien, et j'ai commencé à télécharger les fichiers de travail dont j'avais besoin. Sauf que son email et son appli de messagerie étaient encore actifs en arrière-plan. Je ne fouillais pas, mais la barre de notification s'est mise à clignoter avec les messages du groupe qui explosaient.
J'en ai vu un qui m'a figé. Tu ne vas quand même pas l'épouser, babe, je te jure que tu seras malheureuse. Ce n'était pas un post aléatoire sur l'horoscope. Elle parlait de moi. J'ai cliqué sur la conversation, c'était le groupe Omso, les 6 filles plus Émilie. J'ai remonté les messages sur quelques jours, puis quelques semaines. Elle ne faisait pas que dire du mal, elle la poussait activement à me quitter. Ton signe et le sien sont totalement incompatibles. Jason est tellement plus compatible avec toi, vous êtes littéralement parfait astrologiquement, les étoiles te disent quoi faire, tu dois juste écouter. Jason. Ce prénom m'a frappé comme une brique, non pas parce que j'étais choqué qu'elle ait un autre mec, mais parce que je l'ai reconnu. C'était un gars de son travail qu'elle avait mentionné une seule fois en passant, disant que c'était juste le gars qui réparait l'imprimante. J'ai tapé son prénom dans la barre de recherche des messages, cela a fait apparaître une conversation séparée entre Émilie et lui. Mon estomac n'a pas plongé, je n'ai pas transpiré, j'ai juste fait défiler, ligne après ligne, comme si je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre. 3 mois de messages, des blagues flirtant, des références internes que je ne comprenais pas, une photo d'elle disant qu'elle travaillait tard, mais qui était clairement prise dans un restaurant avec lui. Une ligne de lui, j'aimerais que tu puisses rester ce soir, elle, moi aussi, peut-être la semaine prochaine. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mes mains étaient toujours sur la souris et le clavier, mais mon cerveau était déjà passé en mode différent. Pas de cris, pas de confrontation dès qu'elle franchirait la porte. J'en avais vu assez pour savoir qu'elle ne faisait pas que se détacher, elle avait déjà un pied dehors avec une équipe de pom-pom girls pour l'encourager. J'ai ouvert une nouvelle note et commencé à copier tout ce qui comptait, capture d'écran de la conversation de groupe où elle lui disait de ne pas m'épouser, capture de ses messages privés avec Jason, horodatage, date, même les petits émojis stupides qu'ils utilisaient. Tout est allé dans un dossier que j'ai intitulé preuve de bail et copié sur une clé USB. J'ai tout sauvegardé, chaque message, chat de groupe, texto de Jason, tout, pour que même si elle changeait les mots de passe plus tard, j'ai encore les preuves. Quand Émilie est rentrée ce soir-là, elle était de bonne humeur. Elle a jeté son sac sur le canapé, a commencé à me parler d'une lecture énergétique qu'ils avaient faite au dîner, et comment cela disait qu'elle entrait dans une phase de transition. J'ai hoché la tête, lui ai demandé si elle voulait du thé et garder un visage neutre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais ce n'était pas parce que j'étais bouleversé. Je faisais un plan. Première chose, le lendemain matin, j'ai vérifié notre bail. La maison était entièrement à mon nom. Je payais toutes les factures depuis qu'elle avait emménagé. Cela signifiait qu'elle avait exactement autant de droits de rester ici que je le permettais. Notre État considère les personnes comme elle, vivant chez vous sans bail ni facture à leur nom, comme des invités et non des locataires. Selon la loi, je pouvais lui donner 14 jours pour partir, sans drame juridique. J'ai commencé à rédiger un avis simple. Ceci est une notification formelle que votre droit d'occupation prendra fin dans 14 jours. Pas de drame, pas d'explication supplémentaire, juste assez pour être légalement valable. J'ai vérifié les lois de notre État sur les locataires pour m'assurer que j'étais en règle, et je l'étais. Elle n'était jamais sur le bail, jamais sur les factures, n'a jamais contribué au loyer. J'ai imprimé l'avis, l'ai mis dans une enveloppe et l'ai laissé sur la table de la salle à manger. C'est là que j'ai eu une autre idée. Pourquoi le laisser là pour qu'elle le voie à la maison, alors que je pouvais vraiment lui faire mal? Je l'ai scellé, adressé à son nom complet et organisé une livraison par coursier directement à son travail. C'était la première étape. La deuxième concernait son emploi. J'avais déjà repéré quelque chose dans ses messages avec Jason. Elle avait mentionné qu'il venait à son bureau après les heures, l'accompagnait jusqu'à sa voiture, partageait même un taxi avec elle pour rentrer. Dans notre entreprise, cela n'aurait pas d'importance. Mais dans la sienne, je savais avec certitude qu'ils avaient une politique stricte sur les relations sur le lieu de travail, surtout si les deux personnes sont dans des départements différents. Elle m'avait raconté qu'une fille avait été virée pour avoir fréquenté son superviseur. J'ai consulté la page RH de son entreprise. Oui, c'était toujours écrit noir sur blanc, toutes relations amoureuses entre employés doivent être déclarées au RH. Le non-respect de cette règle peut entraîner un licenciement. Jason n'était pas son patron, mais il travaillait dans un autre département. Exactement le genre de situation que leur règlement qualifie de violation. Elle m'avait même déjà raconté qu'une collègue avait été virée pour la même chose l'année précédente, donc je savais que ça collerait. Devine quoi, Émilie et Jason n'ont jamais déclaré leur relation. J'ai rédigé un email anonyme à son service RH. J'ai joint les captures d'écran extraites de son ordinateur portable, recadrées pour ne montrer que les éléments pertinents,
et souligné la violation du règlement. Je n'ai même pas eu besoin d'exagérer, les horodatages et les formulations rendaient la chose évidente. Je n'ai pas envoyé l'email immédiatement. Le timing comptait. Je voulais que l'avis d'expulsion arrive en premier, puis l'email au RH le lendemain. Impact maximal, alerte minimale. Ce soir-là, Émilie est rentrée comme si de rien n'était. Elle m'a demandé si je pouvais avancer sa part des courses parce qu'elle n'était pas sûre que son salaire suffise cette semaine. J'ai souri, lui ai dit de ne pas s'inquiéter et j'ai préparé le dîner. Elle a scrollé sur son téléphone tout le temps. Quand elle est allée se coucher, je suis resté debout pour finaliser mon emploi du temps. Jour 1, avis d'expulsion livré à son bureau. Jour 2, email au RH envoyé avec les preuves. Jour 3 et suivant, regardez les dominos tomber. Je suis allé me coucher étrangement calme. Le matin du jour 1, je suis parti tôt au travail et j'ai envoyé le coursier. Vers midi, j'ai reçu un message d'Émilie. C'est quoi ce bordel? Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, tu me vires sérieusement, pourquoi? Toujours rien. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était assise sur le canapé, les bras croisés, l'avis d'expulsion à la main. Tu te moques de moi, c'est comme ça que tu gères les choses, tu n'aurais même pas pu me parler d'abord. Je suis passé devant elle, j'ai attrapé une bouteille d'eau et j'ai dit, le bail est à mon nom, tu as 2 semaines. Elle m'a suivi dans la cuisine, la voix montant, tu ne peux pas juste, je peux, je l'ai coupé, et je le fais. Elle est restée là, à me fusiller du regard comme si elle allait jeter quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste filé vers la chambre et a claqué la porte. Je ne l'ai pas revue du reste de la nuit, elle est partie avant que je ne me réveille. Jour 2, j'ai envoyé l'email aux ressources humaines à 8h45 du matin. À midi, les captures d'écran avaient été ouvertes 3 fois selon le tracker de mail que j'avais utilisé. À 15h, elle m'appelait sans arrêt. Je laissais sonner. À 17h30, j'ai enfin décroché. Sa voix tremblait, mais elle était en colère. Tu es allé aux ressources humaines, tu essaies de ruiner ma vie. C'est toi qui as fait ça toute seule, j'ai dit, puis j'ai raccroché. À la fin de la semaine, elle était au chômage, et Jason, lui, avait déjà cessé de répondre à ses messages. Quand la semaine s'est terminée, Émilie n'avait plus de travail, Jason avait disparu, et elle faisait face à un délai de 2 semaines pour faire ses bagages et quitter ma maison. Je pensais qu'elle partirait discrètement ou qu'elle exploserait dans une dernière scène dramatique. Elle a choisi la deuxième option. C'était le lundi suivant. Je venais de rentrer du travail et j'étais à mi-chemin de réchauffer du poulet quand j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Elle n'avait pas vraiment dormi à la maison depuis l'avis d'expulsion, ne revenant que pour prendre quelques vêtements ou ce dont elle avait besoin pour la nuit. Donc je savais que cette visite n'allait pas être anodine. La porte a claqué et elle est entrée, téléphone dans une main, sac à main dans l'autre, les yeux verrouillés sur moi comme si j'avais rayé sa voiture. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Elle a lancé avant même que je puisse dire bonjour. J'ai posé mon assiette et me suis adossé au comptoir. Il va falloir être plus précise. Tu es allé à mon travail, tu leur as envoyé ces messages, tout le bureau est au courant, tu te rends compte à quel point c'est humiliant. J'ai haussé les épaules, pas vraiment mon problème. Elle a serré la mâchoire. Si, c'est ton problème, tu as rendu impossible pour moi de continuer à bosser là-bas, tu as ruiné ma réputation. Je l'ai interrompu. Tu as ruiné ta propre réputation quand tu as commencé à fréquenter Jason et à laisser ton petit fan club te dire de me larguer parce que mon signe du zodiaque ne correspond pas au tien. Elle a essayé de paraître offensée, mais le coin de sa bouche a tressailli, comme si elle voulait dire autre chose et ne savait pas quoi. Ce n'est pas la question, tu es allé trop loin. Je me suis éloigné du comptoir, suis passé devant elle, et ai attrapé la petite boîte ignifuge où je garde mes documents importants. Elle s'est retournée, me regardant alors que je la déverrouillais et en sortais une feuille imprimée. C'est quoi ça? Elle a demandé, toujours sur ce ton mi-défensif mi-exigeant. La loi de l'État, j'ai dit, en particulier la partie sur les bagues de fiançailles considérées comme des cadeaux conditionnels. Si les fiançailles sont rompues, la bague revient à la personne qui l'a offerte. Ses yeux se sont plissés. Tu es sérieux, là, vraiment maintenant? Oui. La bague, s'il te plaît. Elle a lâché un petit rire, comme si je venais de demander de la monnaie. C'est une bague bon marché de toute façon, prends-la. Elle l'a retirée de son doigt et l'a lancée sur le comptoir. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe au sol, puis je l'ai remise dans la boîte et je l'ai verrouillée de nouveau. C'est tout, j'ai demandé, pas de dispute, pas de tu ne peux pas me faire ça.
Pourquoi je me battrais pour ça, tu as déjà tout pris. Je n'ai pas répondu. Elle essayait de me faire culpabiliser, mais ça ne marcherait pas. J'avais déjà fait mes recherches. La valeur au prêteur sur gage n'était pas énorme, mais suffisante pour couvrir les frais du service de coursier, de la clé USB que j'avais achetée pour stocker ses messages, et d'un bon dîner pour moi-même. C'était tout ce dont j'avais besoin. Elle est restée plantée dans la cuisine, toujours debout comme si elle avait quelque chose à prouver. Tu es mesquin, tu le sais ça. J'ai secoué la tête. Mesquin, c'est rayer une voiture parce qu'on ne t'a pas répondu. Ça, c'est des conséquences. Elle a levé les yeux au ciel et a attrapé une bouteille d'eau dans le frigo. Tu penses que tu as gagné, mais tu ne fais que prouver à tout le monde qu'ils avaient raison sur toi. Tout le monde, tu veux dire ton groupe de la Homso. Ce sont mes amis. Ce sont juste une bande de pipelettes qui ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de la vie des autres. Et si c'est à cause d'elle que tu as pensé que coucher avec un collègue était une bonne idée, alors félicitations, ce sont les idiotes les plus intelligentes que j'ai jamais vues. Celle-là a touché. Elle n'a rien dit, elle a juste pris sa bouteille d'eau et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée et a dit, « Tu vas le regretter. » J'ai souri. J'en doute. Une fois qu'elle est partie, je me suis assis et j'ai revu le reste de mon plan. La faire sortir de la maison et de son travail, ce n'était que la première phase. La deuxième, c'était m'assurer qu'elle n'ait rien de solide sur quoi retomber après. Tu vois, le groupe des Homso n'était pas juste agaçant, elles étaient instables. J'avais vu assez de messages dans leur chat pour savoir qu'elles avaient l'habitude de se retourner les unes contre les autres pour des conneries. Qui ne s'est pas pointé au brunch, qui a copié la tenue de qui, dont le copain a regardé qui trop longtemps. C'était du drame de lycée financé par de l'argent d'adulte. J'avais encore accès à certains des messages que j'avais extraits de son ordinateur portable. Rien d'illégal, rien qui mérite d'être publié en ligne, mais clairement assez pour jeter de l'huile sur le feu si ça tombait accidentellement dans la mauvaise boîte de réception. C'est là que je me suis souvenu qu'une d'entre elles était déjà énervée contre Émilie il y a quelques semaines parce qu'elle lui avait volé son idée de voyage d'anniversaire. J'ai retrouvé cette conversation, mis en surbrillance les propres mots d'Émilie critiquant cette amie dans son dos, et j'ai programmé l'envoi depuis une adresse mail jetable vers l'adresse professionnelle de cette amie. Aucun nom, aucun contexte, juste les captures d'écran. Le lendemain soir, un contact commun m'a appris que le groupe Homso était en pleine implosion. 2 prenaient le parti d'Émilie, 2 étaient contre elle, et les autres ne faisaient qu'ajouter de l'huile sur le feu pour le plaisir. Pendant ce temps, je gardais un œil sur Jason, pas parce que je m'en souciais, je ne m'en souciais pas, mais parce que les gens comme lui ont généralement plus de squelettes dans le placard qu'ils ne peuvent en gérer. Et en effet, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il ne trompait pas seulement avec Émilie, il avait aussi sa propre fiancée, et apparemment une autre femme en parallèle. Un simple coup d'œil à l'Instagram de sa fiancée m'a montré qu'elle n'en savait rien. Plein de photos de fiançailles, de légendes du type l'amour de ma vie, le tout bien en place. Elle m'a suivi en retour après que j'ai aimé une de ses publications, ce qui a facilité les choses. Je lui ai envoyé un message privé, courtois, en disant je ne sais pas si tu es au courant, mais Jason voit mon ex-fiancé depuis quelques mois. J'ai des preuves si tu veux. Elle les voulait, clairement. Je lui ai envoyé une sélection soignée de captures d'écran, pas de trucs d'astrologie, juste du solide. Des messages du genre tu me manques et j'ai hâte de te voir ce soir. Ce genre de message qui parle de lui-même. Sa réponse a été brève. Merci de m'avoir prévenu, ça ne sera plus un problème très longtemps. Émilie a dû l'apprendre rapidement, parce qu'elle était à ma porte 3 jours plus tard, l'air épuisé, comme si elle n'avait pas dormi. C'était toi, tu lui as dit. J'ai fait l'innocent. Dis quoi à qui? Elle s'est approchée, les yeux grands ouverts, comme si elle essayait de lire mon visage. La fiancée de Jason. Elle a rompu. Il ne me parle plus maintenant. J'ai haussé les épaules. Ça ressemble à un problème de Jason. Tu prends du plaisir à tout ça, elle a dit. Je profite du calme, j'ai répondu, et j'ai refermé la porte. Avec la bague de retour en ma possession, le groupe Homso en train d'éclater et Jason officiellement hors jeu, j'étais exactement là où je voulais être. Émilie avait encore une semaine sur l'avis d'expulsion, mais je voyais bien qu'elle traînait. Elle avait déménagé la plupart de ses vêtements, mais ses affaires personnelles traînaient encore partout. Des produits capillaires dans la salle de bain, ses tasses à café dans la cuisine. J'ai tout mis en carton, étiqueté avec son nom, et laissé près de la porte. Quand elle est passée le lendemain pour récupérer quelques affaires, tout l'attendait. Tu as emballé mes affaires,
elle a demandé, comme si c'était une insulte. Oui, j'ai dit, ça nous facilite les choses à tous les deux. Elle a marmonné quelque chose dans sa barbe, a attrapé une boîte, et est partie sans me regarder. À la fin de cette semaine, la maison était redevenue calme. Plus de houmso traversant en bijoux de pacotille, plus de cristaux aléatoires sur mes étagères, plus de doutes constants sur ma place dans ma propre relation. La phase 2 était terminée. La phase 3, c'était celle qui allait vraiment lui rentrer sous la peau, parce que j'avais déjà quelqu'un en tête. Au moment où Émilie arrivait au dernier jour de son délai, elle continuait d'agir comme si elle vivait encore ici. Je ne sais pas si c'était du déni, de l'arrogance, ou les deux, mais elle avait cette habitude de débarquer sans prévenir, en utilisant la clé de secours que je lui avais donnée des mois plus tôt, et en agissant comme si rien n'avait changé. Un après-midi, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée assise à ma table de cuisine, en train de faire défiler son téléphone, une tasse de café à la main. Elle avait utilisé mon café et ma cafetière à piston. Elle n'a même pas levé les yeux. « Tu sais que tu n'habites plus ici, non ?» j'ai dit en posant mon sac. Elle a roulé des yeux. « Détends-toi, je récupère juste quelques affaires. » « Tes affaires sont dans les cartons près de la porte, depuis une semaine. » « Ouais, ben je ne veux pas tout prendre d'un coup. Je ne suis pas une entreprise de déménagement. » Je l'ai fixé. « Tu as eu 12 jours. » Elle a agité la main comme pour chasser une mouche. « Tu dramatises. » « Je vais le faire. » C'était la spécialité d'Émilie, agir comme si les règles des autres étaient optionnelles si ça ne l'arrangeait pas. Elle appelait ça ne pas laisser les gens contrôler mon énergie. Moi j'appelais ça être prétentieuse. Je lui ai dit qu'elle avait encore 3 jours, et que si ses affaires n'étaient pas parties d'ici là, je les déposerais chez ses parents. Elle m'a fusillé du regard. Waouh, tu es vraiment mesquin. Continue à parler comme ça, j'ai dit, et je les déposerai à Emmaüs. Elle a soufflé, attrapé son sac, et a claqué la porte. Ce même soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était la fiancée de Jason. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Il avait bien une autre femme en plus d'Émilie. Je déménage ce soir. Merci encore pour les preuves. Je lui ai répondu pas de souci, et je lui ai demandé si ça la dérangeait que je raconte sa version si quelqu'un posait des questions. Elle a dit vas-y. C'était parfait. Parce que même si la vie d'Émilie commençait déjà à se fissurer, moi je voulais élargir ces fissures jusqu'à en faire des cratères. Le groupe houmso était déjà à moitié en train de s'autodétruire. Les captures d'écran que j'avais accidentellement envoyées à l'une d'entre elles circulaient partout, et la confiance au sein du groupe était morte. D'après ce que j'entendais via des connaissances communes, 2 d'entre elles avaient bloqué Émilie complètement, une faisait semblant d'être neutre tout en parlant dans son dos, et les autres alimentaient le drame parce qu'elles aimaient le chaos. J'ai décidé de leur donner un petit coup de pouce. J'avais d'autres captures d'écran de son ordinateur portable, des trucs où elle se moquait de chacune individuellement. Des choses du genre traiter l'une de radine parce qu'elle avait apporté une bouteille de supermarché à une soirée, dire qu'une autre avait l'air vieille sans maquillage, se plaindre du boulot du copain d'une autre. Puéril, bien sûr, mais diablement efficace. J'ai envoyé à chaque personne seulement la partie où Émilie la critiquait, sans contexte, sans nom, juste assez pour qu'elle se demande laquelle des autres avait parlé. En 48 heures, leur groupe de discussion était devenu une zone de guerre. Et voilà le truc avec les gens comme Émilie, elle ne peut pas survivre sans sa chambre d'écho. Sans son équipe qui lui dit qu'elle a toujours raison, elle commence à se désagréger. 2 jours plus tard, j'ai reçu une autre visite. Cette fois, elle était visiblement stressée, chignon désordonné, jogging, pas de maquillage, mais elle se tenait encore comme si elle était PDG du quartier. « Il faut que je te parle », elle a dit, entrant sans attendre que je lui ouvre. « Pas à moins que ce soit pour récupérer le reste de tes affaires. » Elle s'est laissée tomber sur une chaise. « Tu as monté tout le monde contre moi, mes amis ne me parlent plus, Jason est parti, et maintenant je reçois des messages de gens que je connais à peine qui me demandent si je vais bien. C'est dur, ai-je dit froidement. Elle m'a lancé un regard comme si elle n'arrivait pas à croire que je ne montrais aucune compassion. Tu trouves ça drôle, tu crois que je mérite ça juste parce qu'on a rompu. Tu n'as pas rompu avec moi, Émilie, tu m'as trompé. Grosse différence. Elle a soufflé, tu es tellement obsédée par les étiquettes. Des choses arrivent, les gens changent. Oui, ils changent en des gens qui ne savent pas garder leurs pantalons fermés. Ses yeux se sont plissés. Tu sais, j'allais te proposer qu'on reste amis, mais tu as rendu ça impossible. J'ai ri. Tu n'allais jamais rester amis,
tu allais juste rester assez proche pour me surveiller et t'assurer que je ne passe pas à autre chose avant toi. Elle n'a rien répondu. Ce silence m'a confirmé que j'avais raison. Après son départ, j'ai lancé la prochaine phase de mon plan. Il restait un endroit où Émilie avait encore un peu de valeur sociale, sa page bien-être en ligne. C'était un truc qu'elle avait lancé l'année précédente, quand son obsession pour l'astrologie avait atteint son pic. Elle y postait des horoscopes quotidiens, des petites affirmations, et des photos mal éclairées de son cristal du jour. D'une manière ou d'une autre, elle avait rassemblé une audience correcte d'environ 3000 personnes, principalement d'autres pseudo-gourous spirituels. D'après les messages que j'avais enregistrés, je savais qu'elle acceptait des dons via PayPal pour des lectures personnalisées, ce qu'elle n'était pas légalement autorisée à faire sans une licence commerciale spécifique dans notre État. Elle en avait même plaisanté avec Jason en disant qu'elle payait son loyer grâce à des gens crédules. J'ai envoyé un email anonyme et poli au bureau des petites entreprises de l'État, avec des captures d'écran montrant ses tarifs sans numéro de licence, plus les messages où elle l'admettait. Je n'avais pas besoin qu'il l'arrête, juste une lettre d'avertissement suffisait pour la mettre sur la défensive. Une semaine plus tard, elle a posté un long coup de gueule sur sa page à propos des jaloux qui essaient de détruire ma marque, et comment elle allait temporairement suspendre les lectures personnelles pour réaligner mon chemin spirituel. Traduction, elle avait reçu la lettre. Le bazar autour de Jason continuait aussi. Sa fiancée avait posté un statut vague mais clair sur les hommes qui mentent à 3 femmes en même temps, et les amis communs faisaient rapidement le lien. La rumeur circulait dans son bureau, et comme Jason et Emily travaillaient dans le même bâtiment, les gens associaient leurs noms dans toutes les conversations de couloir. C'était exactement ce que je voulais, que leurs noms soient liés de manière à détruire leur réputation, sans que j'aie besoin de dire un mot en public. 3 jours avant la date limite pour quitter la maison, Emily a tenté un dernier coup de force. Elle s'est pointée avec sa mère. Sa mère est entrée la première, tout sourire forcé et ton mielleux. On voulait juste voir si on pouvait trouver une solution raisonnable. Emily traverse une période difficile. Je l'ai interrompue. Elle a 3 jours. Tout ce qui reste après part chez ses parents ou à la benne à don. Sa mère m'a lancé un regard comme si je venais de frapper un chiot. Tu vas vraiment la mettre à la rue comme ça. Elle s'est mise elle-même dehors quand elle a décidé que nos fiançailles n'avaient plus d'importance pour elle, j'ai dit. Je ne fais que respecter les conséquences. Emily a ajouté, tu n'as pas besoin d'être aussi cruel. Ce n'est pas cruel, ai-je dit, c'est ce qu'on appelle poser des limites. Sa mère a marmonné quelque chose à propos de moi étant froid, et elles sont parties. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Je l'ai ignoré. Son dernier jour est arrivé, et elle est même rentrée avant moi du travail. Les cartons avaient disparu, mais elle avait laissé un tas d'ordures dans la cuisine, et une bouteille de vin vide sur le comptoir. J'ai pris une photo, je la lui ai envoyée avec ce message, la prochaine fois que tu quittes la maison de quelqu'un, essaie de ne pas montrer que tu as été élevé sans aucune manière. Elle n'a pas répondu. Avec son départ, la maison m'a de nouveau semblé m'appartenir, mais je n'en avais pas fini. La meilleure vengeance est celle qu'ils entendent par d'autres, pas par toi. Emily avait toujours été paranoïaque à propos d'une fille en particulier, Sophia, une camarade de ma fac. Sophia était brillante, superbe et avait sa vie bien en main. Emily l'accusait souvent de flirter avec moi quand elle nous voyait parler lors d'événements sur le campus. La vérité, c'est que Sophia et moi n'avions jamais été plus que de simples connaissances, jusqu'à maintenant. Une semaine après le départ d'Emily, je suis tombé sur Sophia au café de la fac. On a discuté un peu, elle a mentionné qu'elle avait entendu des choses sur ma rupture. Je ne l'ai pas nié, je lui ai juste dit, oui, c'est terminé pour de bonnes raisons. Elle a hoché la tête, et avant de partir, elle m'a demandé si je voulais déjeuner un jour. On l'a fait. Le timing était parfait. Emily léchait encore ses blessures, essayait toujours de reconstruire son image sociale, et maintenant elle allait entendre, pas par moi, mais par quelqu'un de son réseau d'amis en ruine, que je passais du temps avec la seule fille qui l'avait toujours rendue insécure. C'était la phase 4, et je savais déjà qu'elle allait frapper plus fort que tout ce que j'avais fait jusque-là. Sophia et moi n'avons pas commencé à sortir ensemble tout de suite. Ce n'était pas un délai calculé, on prenait juste des cafés et des déjeuners ici et là. Elle avait ses cours et son stage, moi j'avais le travail et quelques missions freelance en tech que j'avais reprises pour remplir les heures que je ne passais plus à gérer les absurdités d'Emily. Mais on s'est bien entendu, et c'était différent d'Emily. Il n'y avait pas ce sous-entendu constant de devoir prouver sa valeur. Sophia me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment la réponse.
Elle n'avait pas besoin d'être la plus bruyante dans la pièce, ni d'un groupe d'amis l'acclamant juste parce qu'elle existait. Et surtout, elle ne jouait pas à des jeux. La première fois qu'Émilie a entendu parler de Sophia et moi, c'était 2 semaines après son déménagement. Évidemment, ce n'est pas venu de moi, mais d'un des derniers membres semi-neutres du groupe OMSO, celle qui ne l'avait pas totalement coupé mais qui regardait sa vie s'effondrer comme un spectacle en première loge. Cette amie a posté une story où Sophia et moi étions en arrière-plan dans un café. Émilie l'a vue, a apparemment pété les plombs, et m'a envoyé un message à 11h43 du soir, vraiment, elle. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, tu fais ça juste pour me blesser. Toujours rien de ma part. 10 minutes après, j'ai toujours su qu'elle te voulait, je suppose que j'avais raison. Toujours pas de réponse. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mur de textos, tout, de tu vas le regretter à elle n'est même pas jolie, ce qui était hilarant, vu qu'Émilie l'avait toujours qualifiée de trop jolie. J'ai mis son numéro en sourdine pour une semaine. Pendant ce temps, le groupe OMSO était officiellement mort. Les dernières alliances fragiles dans le chat ont volé en éclats après la dernière vague de captures que j'avais semée. L'une a traité une autre de fausse amie qui ne pense qu'au like. Une autre a accusé Émilie d'avoir divulgué des informations privées, et les autres prenaient chacun leur tour pour en rajouter une couche. Le filet de sécurité d'Émilie avait disparu, et les gens comme elle, ceux qui vivent pour la validation constante, ne supportent pas bien l'isolement. Elle a commencé à publier des légendes vagues sur sa page bien-être à propos de trahison, d'apprendre qui sont vos vrais amis et de protéger votre énergie des forces négatives. Traduction, elle perd des pieds. Jason ne lui rendait pas service non plus. Après que sa fiancée l'a quitté, il a tenté le fameux reston décontracté avec Émilie, mais elle n'est pas faite pour les trucs décontractés, sauf si c'est elle qui dicte les règles. Il s'est éloigné, a arrêté de répondre à ses appels, et a fini par la bloquer partout. Le meilleur dans tout ça, c'est que la rumeur disait que Jason voyait une autre fille, pas sa fiancée, pas Émilie, mais encore une autre, d'un bureau voisin. Cette rumeur est parvenue à Émilie en quelques heures, et elle a posté une diatribe critique sur sa page, qui a reçu plus de commentaires de pitié que de likes. À peu près à ce moment-là, Sophia et moi avons commencé à nous voir plus régulièrement. Les sessions d'études sont devenues des dîners, les dîners sont devenus des projets de week-end. Elle n'a jamais été insistante, mais je voyais qu'elle appréciait être avec moi, et je ne faisais pas semblant de ne pas ressentir la même chose. Un samedi, alors qu'on retournait à ma voiture après un déjeuner, j'ai vu Émilie de l'autre côté de la rue. Elle était avec sa mère, toutes les deux portant des sacs de course. Elle nous a vus, s'est figée au milieu du trottoir, et s'est mise à nous fixer. Sophia l'a regardée, puis m'a regardé, c'est elle. Oui, j'ai dit. Émilie n'a rien dit, mais le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire fondre de l'acier. Je n'ai pas levé la main, je ne me suis pas arrêté, je suis juste monté dans la voiture et on est parti. Ce soir-là, elle a rompu le silence. T'es pathétique. Passer à autre chose aussi vite ne fait que prouver que j'avais raison sur toi. J'ai enfin répondu. Tu n'as jamais eu raison sur rien. Elle a répliqué instantanément. Profite bien de ta petite relation pansement, on verra si elle reste après avoir vu le vrai toi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé mijoter. Pendant que tout cela bouillonnait, je gardais une oreille attentive sur sa recherche d'emploi. Il s'avère qu'être viré pour violation de règlement et avoir la moitié de ses anciennes amies qui disent du mal de toi dans une petite ville ne fait pas de toi une candidate très attirante. Elle avait postulé dans quelques agences du même secteur, mais je connaissais du monde là-bas. Un petit mot discret par ici, juste pour que tu sois au courant, et soudainement elle recevait des mails de refus polis au lieu d'entretien. Était-ce mesquin, peut-être, efficace, absolument. Je n'essayais pas juste de lui compliquer la vie par vengeance, il s'agissait de m'assurer qu'elle ne pouvait pas juste rebondir sur un autre mec stable et continuer à jouer le même jeu. Elle devait ressentir ce que c'était que de se débrouiller seule, sans quelqu'un d'autre pour payer les factures. 2 semaines plus tard, j'étais chez Sophia, je l'aidais à installer un nouveau bureau quand j'ai reçu un message privé d'une des anciennes amies d'Émilie, une victime collatérale du groupe OMSO. Émilie se renseigne sur toi et Sophia, elle raconte que Sophia te draguait quand vous étiez encore ensemble. J'ai ri. Bien sûr qu'elle raconte ça. Je pensais que tu voudrais le savoir, elle a répondu, elle se ridiculise. C'était exactement le genre de récit qu'Émilie allait inventer, réécrire l'histoire pour pouvoir jouer la victime. Tromper ne suffisait pas, maintenant il fallait aussi faire croire que c'était moi qui avais franchi la ligne. Au lieu de la confronter, j'ai décidé de rendre la vérité plus bruyante.
Sophia et moi sommes allés à un dîner d'anniversaire d'un ami commun quelques soirs plus tard. Le groupe était un mélange de mes amis et des siens, dont certains connaissaient aussi Émilie de loin. On n'a rien affiché de particulier, on s'est juste assis ensemble, on a parlé, on a ri, et quand quelqu'un a demandé depuis combien de temps on se voyait, j'ai répondu, on s'est retrouvé après que je me sois fiancé à la mauvaise personne. C'était simple, factuel, et ça laissait juste assez de flou pour que les gens comprennent par eux-mêmes. À la fin de la soirée, j'avais reçu 2 messages de personnes différentes. Émilie ne va pas aimer entendre ça. Bien joué mec, elle ne t'a jamais mérité. La semaine suivante, Émilie a essayé d'appeler. J'ai ignoré. Puis elle a réessayé encore et encore. Finalement elle a laissé un message vocal. Tu crois être malin, tu crois avoir gagné, mais tout ce que tu as fait, c'est montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Sophia va bientôt le découvrir. Elle va voir à quel point tu es contrôlant, à quel point tu peux être froid. Et quand elle te quittera, ne viens pas ramper vers moi. Je l'ai supprimé sans répondre. Le truc avec le sentiment de supériorité d'Émilie, c'est qu'il est directement lié à son image. Dès qu'elle sent qu'elle perd le contrôle de l'histoire, elle panique pour le reprendre. C'est pour ça qu'elle n'a pas supporté que Jason la largue, que le groupe Omso se retourne contre elle, et que Sophia soit dans ma vie, ça la rendait folle. Elle n'était pas jalouse parce qu'elle me manquait, elle était jalouse parce qu'elle pensait que c'était moi qui étais censé la regarder passer à autre chose, pas l'inverse. À ce stade, mon plan de vengeance tournait presque tout seul. Elle était sans emploi, son groupe d'amis avait disparu, sa marque bien-être avait reçu un avertissement de l'État, sa réputation dans notre secteur était ruinée, et maintenant, la seule fille qui l'avait toujours rendu paranoïaque faisait vraiment partie de ma vie. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais presque rien eu à faire ce dernier mois. J'avais juste mis les choses en mouvement, et sa propre personnalité avait fait le reste. Sophia savait quelques morceaux de l'histoire avec Émilie, mais je n'en faisais jamais le centre de nos conversations. La seule fois où je l'ai mentionné, c'est quand Sophia a demandé directement, et même là, je suis resté bref. Elle m'a trompé, j'ai mis fin à tout ça, voilà tout. Et ça, plus que tout, a probablement rendu Émilie folle. Savoir qu'elle n'était qu'une note de bas de page dans ma vie actuelle, pas le titre principal. Le coup final fut presque accidentel. Sophia et moi sommes allés à un marché du week-end en centre-ville, et l'une des anciennes collègues d'Émilie y tenait un stand. Elle nous a vus, s'est approchée, et après une minute de bavardage, elle s'est penchée et m'a dit à voix basse, « Elle parle encore beaucoup de toi, juste pour que tu saches. » J'ai haussé les épaules. Ça ne change rien. Elle a souri. Je me doutais bien. Elle ne va pas très bien, au fait. J'ai juste répondu, ça ne m'étonne pas, et j'ai acheté un sachet de café. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'Émilie. Tu as gagné. Heureux. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai tapé, je n'avais pas besoin de gagner. C'est toi qui as tout perdu toute seule. Puis je l'ai bloqué. À la fin de l'année, Émilie n'avait plus rien. Le groupe Omso n'était pas seulement brisé, la plupart en disaient du mal ouvertement dès que son nom était mentionné. Jason était passé à autre chose avec quelqu'un d'autre, sa fiancée depuis longtemps envolée. Sa page bien-être était morte, sa dernière publication remontait à 4 mois. Chaque piste d'emploi qu'elle avait poursuivie l'avait ignorée ou refusée après un simple appel. Quand elle n'a plus pu payer son loyer, son propriétaire l'a mise dehors. Ses parents l'ont hébergée un moment, mais eux aussi ont fini par se lasser du drame, des accusations constantes, du refus de prendre ses responsabilités. La dernière chose que j'ai entendue avant que ça arrive, c'est qu'elle dormait sur les canapés, brûlant les derniers ponts qui lui restaient. Puis, un dimanche matin froid, j'ai ouvert ma porte d'entrée et elle était là. Sweat à capuche, sac à dos, cheveux en bataille, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle n'a même pas essayé de faire la conversation. J'ai fait des erreurs, elle a dit, la voix tremblante, j'ai tout perdu, je n'ai nulle part où aller, est-ce qu'on peut juste recommencer à zéro? Pendant une seconde, je l'ai juste regardée. C'était la même personne qui, pas si longtemps auparavant, me disait que je regretterais de l'avoir laissé partir, la même personne qui riait à l'idée de me perdre. Non, j'ai dit. Son visage s'est décomposé comme si je l'avais giflé. C'est tout, juste non. C'est tout. Tu as fait tes choix. Je ne suis pas ton plan de secours.